Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La demeure Nwoko bourdonnait d'impatience tandis que des voitures de luxe s'arrêtaient en succession régulière, annonçant chacune l'arrivée des invités d'honneur pour le 72e anniversaire de Mama Agatha. Obinu Nwoko fit son entrée avec élégance et en retard, sortant d'une élégante Mercedes Maybach noire, ses lunettes de soleil protégeant ses yeux du soleil nigérian, ses mocassins italiens crissant sur le gravier. À 28 ans, il affichait l'arrogance de quelqu'un qui avait goûté à la vie à Dubaï, Londres et Monaco, et qui, en retour, était convaincu que le Nigeria lui devait l'admiration. Le personnel de sa grand-mère se précipita pour récupérer ses bagages, mais Obinu le raboya dessus, jetant négligemment sa veste à une servante qui passait par hasard. Amarachi, la destinataire de la veste de vol, se redressa et la lui rendit calmement. « Ce n'est pas à moi, monsieur, dit-elle d'une voix ferme. Il lui lança un regard dédaigneux, marmonna quelque chose à propos d'une aide inutile et entra dans la maison d'un pas nonchalant comme si le monde lui appartenait. Il ne la reconnut même pas, elle qui travaillait à la maison depuis plus d'1 an. À l'intérieur, maman Agatha observait depuis son fauteuil en rotin antique, les yeux fixés sur son petit-fils avec un mélange de fierté et de déception. Il la salua avec l'accolade de rigueur et un bouquet de roses importées, se penchant vers elle avec un charme inné qui n'échappa pas à son regard aguerri. « Londres te va bien, dit-elle sèchement, d'un ton sec. Obinu sourit et répondit, seulement autant que le Nigeria mérite. La vieille femme ne dit rien, mais son esprit s'emballa. Elle avait passé des décennies à bâtir l'empire Nwoko avec son défunt mari, pour ensuite voir la génération suivante flirter avec la ruine à force de tout lui être dû. Amarachi, quant à lui, servait tranquillement des boissons dans un coin, évitant le regard d'Obinu. Elle connaissait trop bien ce genre d'homme, poli en apparence, mais vide en dessous. Tandis que le manoir se remplissait d'invités et de rires, le regard de Mama Agatha s'attarda sur son petit-fils et la servante qui l'avait insulté. Son plan était déjà en marche. Le jardin était drapé de bleu roi et d'or, les parfums du riz jollof, du suya grillé et des fleurs fraîches emplissant l'air du soir. L'élite d'Abuja était présente, des sénateurs aux magnats du pétrole, tous venus honorer Mama Agatha Nwoko. Après le 3e toast et la découpe de son magnifique gâteau, Mama Agatha a pris le micro avec sa grâce et son naturel habituel. « Merci à tous de m'avoir honoré. » commença-t-elle, sa voix imposant le silence. « Mais je ne vous ai pas réunis ici uniquement pour fêter mon âge. J'ai une affaire de famille à déclarer. » La foule s'est penchée. Obinu, sirotant du champagne et parcourant les pages de son téléphone, a à peine levé les yeux jusqu'à ce qu'elle prononce son nom. « Obinu Nwoko, en tant que premier petit-fils de cet héritage, tu hérites du domaine familial, des entreprises et de tous les biens, à une condition. » Un silence retomba. Maman Agatha continua. « Tu dois épouser une femme de mon choix dans les 30 jours. Si tu refuses, l'héritage entier reviendra au prochain membre de la famille éligible. » La déclaration résonna comme un coup de tonnerre. Obinu cligna des yeux, puis éclata de rire, croyant à une blague. Mais sa grand-mère ne souriait pas. « Je vous demande pardon, » dit-il en se levant. « Ce n'est pas un scénario de Nollywood, grand-mère. » Elle resta ferme, expliquant qu'elle souhaitait une femme bien ancrée dans la famille, quelqu'un qui préserverait l'héritage avec dignité et non une chercheuse d'or étrangère ou une héritière paresseuse. Le rire d'Obinu se transforma en incrédulité tandis que des murmures fusaient autour d'eux. « C'est de la folie, » marmonna-t-il en s'élançant vers la maison. Shuka observait la scène avec une joie à peine dissimulée. Les invités chuchotaient entre eux, choqués mais amusés. Amarachi, debout derrière la table des boissons, sentit son souffle s'arrêter. Elle ignorait encore que la prochaine bombe la concernerait directement. Le lendemain matin, la famille Nwoko se rassembla au salon sous les ordres de Mama Agatha. Obinu boudait dans un coin, les bras croisés, refusant tout contact visuel. Shuka semblait trop intéressé, et les autres membres de la famille feignirent la neutralité tout en calculant intérieurement les conséquences. « Je ne vais pas traîner plus longtemps, » dit Mama Agatha en croisant les bras. « La femme que j'ai choisie pour épouser Obinu est Amarachi. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Obinu se redressa, la machoide se ree. « Amarachi, » répéta-t-il, presque s'étranglant. « La servante ?» Amarachi, venu servir le thé,
se figea en plein pas. C'est absurde, aboya-t-il. Tu n'es pas sérieuse. L'expression de maman Agatha ne broncha pas. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Il te faut une femme qui comprend l'humilité, le service et la famille. Pas quelqu'un qui corresponde à ton ego. Amarachi posa lentement le plateau de thé sur la table, essayant de dissimuler le tremblement de ses doigts. La salle s'ouvrit d'un brouhaha de voix. Certains étaient horrifiés, d'autres amusés. Shuka cacha son sourire narquois en toussant. Obinu se tourna vers Amarachi comme si elle était un virus. « Tu as planifié ça? Tu l'as manipulé ?» Amarachi le regarda droit dans les yeux. « Je ne savais rien, » dit-elle simplement. Maman Agatha mit un terme définitif à la dispute. « Tu as 30 jours pour l'épouser. Sinon, tout revient à Shuka. » Le silence qui suivit fut pesant et indéniable. Obinu sortit de nouveau de la pièce en trombe, l'ego irrémédiablement blessé, tandis qu'Amarachi restait debout, confus, gêné, mais étrangement calme. Ce soir-là, Amarachi était assise tranquillement dans sa petite chambre derrière la maison principale, le cœur noyé dans l'incertitude. Elle n'aurait jamais imaginé que son nom serait prononcé parmi l'élite Nwoko, et encore moins qu'elle serait nommée épouse potentielle de leur héritier. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Née et élevée à Nseka, elle était la fille d'un enseignant respecté et d'une couturière. Sa vie a basculé lorsque son père est décédé dans un accident de bus et que sa mère a été victime d'un accident vasculaire cérébral peu après. Leur famille a sombré dans la pauvreté. Amarachi a abandonné ses études et s'est installée à Abuja en quête de travail. Elle est devenue domestique à la résidence Nwoko par pur hasard, envoyant la moitié de son maigre salaire chez elle et utilisant le reste pour payer des cours du soir en ligne. Malgré son uniforme et son humble rôle, Amarachi n'a jamais perdu sa dignité. Elle lisait dès qu'elle le pouvait, étudiait même en cuisinant, et restait discrète, sachant que dans une maison pleine de gens puissants, elle était invisible. Jusqu'à présent. Être propulsée au cœur d'une guerre familiale était comme une punition pour le simple fait d'exister. Pourtant, elle ne pleurait pas. Elle se redressa, écrivit dans son journal et murmura des prières à Dieu. Sa mère lui avait dit un jour que la tempête ne frappe que les arbres les plus résistants. Amarachi ne voulait pas être un arbre. Elle voulait disparaître. Mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, Amarachi fut convoqué dans la salle à manger principale, non pas pour servir, mais pour manger. Maman Agatha avait ordonné que les fiancés partagent leur repas dès maintenant. Obena était assis à une extrémité de la longue table en acajou, fixant son café comme s'il l'avait personnellement offensé. Amarachi, modestement vêtue d'une simple robe en pagne, était assise à l'autre bout, essayant de se fondre dans le tissu. Aucun d'eux ne prononça un mot. Le cliquetis des couverts et le tic-tac de l'horloge murale antique étaient les seuls sons qui emplissaient la pièce. Obena rompit enfin le silence. « Tu apprécies ça, n'est-ce pas ?» Amarachi leva les yeux, perplexe. « Ça ?» demanda-t-elle. Passée du statut d'employée à celui d'épouse d'un futur milliardaire, elle ricana. Le regard d'Amarachi ne vacilla pas. « Je n'avais rien demandé, mais je ne vais pas m'excuser d'exister. » Maman Agatha entra juste à temps pour l'entendre et sourit faiblement. Obena gémit et se leva. « C'est un cirque, marmonna-t-il, et je ne fais pas le clown. » Mais malgré ses protestations, il revint le lendemain et le surlendemain. Chaque petit déjeuner devenait moins hostile, les insultes moins nombreuses, le silence plus pesant. Amarachi continuait de faire preuve d'une force tranquille, sans jamais supplier, sans jamais broncher. Le personnel commença à chuchoter entre eux, certains par jalousie, d'autres par admiration. Pour eux, elle était la fille qui n'avait pas couru après la couronne, mais qui l'avait quand même trouvée. Et qu'elle le veuille ou non, sa vie ne serait plus jamais la même. Shuken Woko, toujours opportuniste, voyait dans la rage d'Obena l'occasion idéale. Ce soir-là, il rejoignit Obena sur le balcon du manoir avec 2 verres de cognac et un sourire compatissant. « Cousin » commença-t-il avec une aisance calculée. « Tu n'es pas vraiment obligé de faire ça. Grand-mère te teste. Elle finira par changer d'avis. » Obena ricana en avalant sa boisson. « Elle menace de me couper la parole, Shuka. À cause d'une bonne. » Shuka se pencha, la voix basse comme celle d'une conspiratrice. « Laisse-la faire. Tu es l'héritière légitime, Obena. Nous le savons tous les deux. Ne cédez pas à ses caprices désuets. Laissez-moi gérer les choses. Si vous refusez cette folie,
Le conseil d'administration fera pression sur elle pour qu'elle revienne sur sa décision. Elle est vieille, pas immortelle. Ses paroles étaient teintées de tromperie, mais Obéna, pris dans sa frustration, les laissa s'envenimer dans son esprit. La véritable intention de Shuka n'était pas d'aider son cousin, mais d'hériter lui-même de l'Empire. Il avait attendu ce moment pendant des années, regardant Mama Agatha toiletter Obéna, tout en traitant les autres comme des arrière-pensées. Shuka quitta le balcon avec un sourire satisfait. Mais Amarashi, qui arrosait les plantes au rez-de-chaussée, en avait assez entendu. Bien que les détails fussent vagues, le ton était indéniable, manipulation. Elle ignorait l'ampleur des projets de Shuka, mais elle apprenait vite que cette famille avait des intentions bien arrêtées. Elle retourna dans ses quartiers, essayant de ne pas s'attarder là-dessus, mais le regard d'Obéna la hantait. Il était en train de s'effondrer, non seulement à l'idée de l'épouser, mais aussi à la menace de tout perdre. Amarashi se demandait si elle n'était qu'un pion dans une partie d'échecs bien plus importante. Plus tard dans la soirée, Mama Agatha l'appela dans le bureau et lui demanda « As-tu peur ?» Amarashi répondit sincèrement « Oui ». Mama Agatha hocha la tête. « Bien. Ça veut dire que tu es toujours honnête. » La vieille femme semblait moins préoccupée par l'amour que par le caractère. Elle pensait qu'Amarashi en avait à revendre, et elle savait qu'Obéna avait besoin de quelqu'un comme lui, qu'il en soit conscient ou non. Obéna retrouva son cercle d'amis dans un bar sur un toit-terrasse à Metama, cherchant à se distraire du chaos de son pays. Entre cocktails hors de prix et rires sur les voyages internationaux, le sujet s'orienta inévitablement vers le mariage. « Tu plaisantes », dit Dépôt en s'étouffant presque avec son verre. « Tu vas vraiment épouser une femme de ménage ?» Les autres se mirent à le gronder, certains incrédules, d'autres avec un amusement cruel. « Mec, elle va sûrement empoisonner ta nourriture et te réclamer ton assurance-vie », lança un autre. L'humiliation poussa Obéna à une résolution irréfléchie. Il se leva et déclara « Je l'épouserai. Souriez aux caméras, coupez le gâteau, prononcez vos vœux. Mais dès que l'héritage frappe, je suis viré. » Ses amis éclatèrent de joie et trinquèrent. Il avait décidé de ne pas défier sa grand-mère ouvertement, mais de la surpasser. Il organiserait le mariage parfait et disparaîtrait une fois le prix acquis. Il rentra tard chez lui, un sourire narquois, préparant déjà le mensonge. Ce qu'Obéna ignorait, c'est que les murs du manoir Nuoko avaient des oreilles. Amarashi, qui livrait du linge ce soir-là, entendit un extrait d'un appel téléphonique qu'il avait passé à un de ses amis, vantant son projet. Sonkoeul se serra. Elle n'avait accepté ce mariage qu'après de nombreuses prières et pressions de la part de Mama Agatha, espérant que cela offrirait un avenir meilleur à son jeune frère, qui luttait contre une maladie chronique. Mais entendre Obéna la réduire à un simple accessoire dans son spectacle anéantit tout espoir de décence entre eux. Ce soir-là, elle écrivit une lettre à sa mère, lui expliquant tout, et la rangea dans son tiroir. « Si cela tourne au scandale, écrivit-elle, je veux que tu saches que je n'ai pas accepté cela par amour, mais par devoir et par nécessité. » Elle ne pleura pas. Au contraire, elle se prépara à la performance de sa vie, car s'il simulait le mariage, elle simulerait l'indifférence. Malgré tout, Amarashi accepta de poursuivre le mariage. Elle a donné sa parole à Maman Agatha. « Je le ferai », a-t-elle dit doucement, « mais seulement si je peux continuer à travailler et envoyer de l'argent à ma famille. » La vieille femme a hoché la tête. « Bien sûr, mon enfant, c'est aussi ta vie. » Amarashi n'a pas révélé ce qu'Obéna lui avait dit. Elle ne voulait pas créer plus de tension. Au lieu de cela, elle se lança dans les préparatifs, s'informant des coutumes, de la liste des invités, et même répétant comment sourire sans avoir l'air de mourir intérieurement. Maman Agatha remarqua sa force tranquille et se montra plus protectrice envers elle. La maison était divisée, certains membres du personnel soutenaient Amarashi tandis que d'autres la critiquaient. Pourtant, elle se déplaçait avec grâce. Lorsque son frère s'est effondré et a été admis dans une clinique d'Enugu, Amarashi a envisagé de tout abandonner. Mais les frais d'hôpital s'accumulaient, et ce mariage, même s'il était fictif, lui donnerait accès aux ressources dont sa famille avait désespérément besoin. Obéna, quant à lui, se concentrait sur l'esthétique. Il fit venir un tailleur italien, insista pour un costume de créateur et engagea même une équipe de relations publiques pour gérer le récit du mariage en ligne. « Ils ne doivent pas croire que je suis tombé, dit-il à son assistant. Ils doivent croire que je m'élève, même si j'épouse un balai. » Il ne s'adressa pas directement à Amarashi,
si ce n'est pour lui donner des ordres dédaignés ou hocher la tête froidement. Pourtant, chaque fois qu'il la surprenait à fredonner en préparant des faire-part de mariage ou en examinant des compositions florales avec Mama Agatha, quelque chose d'étrange le tiraillait, une sorte de respect réticent. Elle ne le poursuivait pas. Elle ne le suppliait pas. Elle ne se plaignait même pas. Cela le déstabilisait. La fille qu'il avait rejetée comme une moins que rien se comportait comme quelqu'un qui avait tout à perdre et rien à prouver. Le mariage a eu lieu un samedi, sous la voûte d'un arbre centenaire dans la grande cour du domaine de Nwoko. Plus d'une centaine d'invités sont arrivés en tenue traditionnelle, les médias braquant leurs appareils photos comme s'il s'agissait d'un événement royal. Amarachi portait une robe en dentelle dorée discrète que Mama Agatha avait choisie pour elle, alliant modestie et élégance. Ses cheveux naturels étaient enveloppés d'une tresse qui encadrait son visage telle une couronne de reine. Elle avançait lentement vers l'autel, non pas avec enthousiasme, mais avec une dignité discrète qui empêchait les murmures. Obena se tenait devant l'autel, vêtu d'un igbata crème sur mesure, le sourire figé et répété. Il ne la regarda pas jusqu'à ce que l'officiant leur demande de se regarder face à face. Lorsque leurs regards se croisèrent, Amarachi ne perçut aucune chaleur, seulement de la fierté. Elle répéta ses vœux sans broncher, d'une voix calme. Obena répondit avec la même précision. Ils s'embrassèrent légèrement et la foule applaudit à tout rompre. Les appareils photos claquèrent sans cesse, immortalisant ce qui semblait être une union parfaite. Dans les coulisses, derrière les décorations et les roses blanches, Amarachi s'excusa et entra dans un débarras, ferma la porte et pleura en silence pendant 5 minutes. Ce n'était pas seulement le chagrin qui la faisait pleurer. C'était le poids de tout. Sa dignité, ses rêves, les factures d'hôpital de son frère, le sourire terne de sa mère. Elle essuya rapidement ses larmes, se remaquilla et entra dans la soirée, telle une mariée par amour. Maman Agatha, l'observant de loin, se murmura, elle est plus forte que tous. Obena dansa avec elle pendant quelques minutes obligatoires, sans rien dire de concret, puis s'éloigna pour se mêler aux invités et poser pour des photos mises en scène. La fête dura tard dans la nuit. Amarachi se coucha épuisé, sachant que le véritable test venait de commencer. Le lendemain du mariage, la maisonnée était inhabituellement calme. Obena était resté dans la chambre principale, se remettant de la gueule de bois du haut champagne à volonté, servi à la réception. Amarachi s'était vu attribuer une chambre d'amis séparée, bien qu'elle soit son épouse légale. Elle n'a pas protesté. Au contraire, elle était soulagée. Elle a passé la journée à plier ses vêtements, à ranger ses livres et à répondre aux messages de sa famille, submergée par la joie et l'incrédulité. L'état de son frère s'était légèrement amélioré, et la clinique lui avait promis de meilleurs soins dès le premier versement. Mais la nuit venue, elle s'assit seule sur son lit et s'autorisa enfin à ressentir ce qu'elle avait enfoui, le chagrin. Non pas parce qu'elle s'attendait à de l'amour, mais parce qu'elle réalisait qu'elle s'attendait à quelque chose. Peut-être un merci, un signe de tête en guise de reconnaissance. Au lieu de cela, elle était traitée comme une transaction commerciale. Elle se recroquevilla sur elle-même, murmurant le psaume 23 à voix basse jusqu'à ce que le sommeil la gagne. Ailleurs dans la maison, Obena arpentait sa chambre, agité. Il avait publié des photos de mariage sur les réseaux sociaux pour faire des apparitions, mais quelque chose le rongeait. Il se souvenait du regard d'Amarachi pendant les vœux, ni peur, ni désespoir, mais acceptation. Cela le troublait. Il avait cru qu'elle essaierait de le manipuler, de réclamer de l'affection, de lui demander des cadeaux. Mais elle ne l'avait pas fait. Et le pire, il ne savait pas si cela le faisait la détester davantage ou la respecter davantage. Il se servit un verre, mais n'y toucha pas. Plus tard dans la nuit, alors qu'il passait devant sa chambre, il entendit ses sanglots étouffés à travers la porte et s'arrêta. Un instant, il envisagea de frapper, mais l'orgueil le repoussa. Que dirait-il? Pardon de t'avoir épousé juste pour garder mon argent? Non. Ce genre d'honnêteté était trop cher, même pour lui. Les jours qui suivirent le mariage furent marqués par une routine froide. Amarachi se vit attribuer la chambre d'amis de l'aile, loin de la suite principale où Obena vivait dans un luxe décontracté. Bien que marié, il n'échangeait guère plus que quelques mots concis. Amarachi le croisait dans le couloir ou au petit déjeuner, toujours poli, toujours distant. Obena, quant à lui, renouait secrètement avec Adora. Il la rencontrait dans des restaurants chics,
payer ses soins au spa et lui confier les absurdités contractuelles auxquelles il avait été contraint. Adora, racontant à ses amis qu'elle redeviendrait bientôt la femme d'Obéna une fois le mariage blanc terminé. Amarachi soupçonnait qu'il fréquentait quelqu'un, mais ne dit rien. Elle se concentrait sur la gestion de ses responsabilités, le maintien de sa dignité et l'envoi d'argent à sa famille. Le soir, elle s'asseyait près de sa fenêtre, lisant des documents scolaires ou écrivant dans son journal, tandis que son cœur construisait lentement des murs d'acier autour de lui. Maman Agatha observait tout cela en silence. Elle n'intervint pas, mais elle remarqua le vide émotionnel dans le regard de son petit-fils et la douleur sourde dans les mouvements d'Amarachi. Elle avait espéré que la proximité du mariage les changerait, adoucirait son arrogance, lui offrirait de la compagnie. Mais au lieu de cela, ils tournaient autour l'un de l'autre comme des étrangers pris au piège dans un spectacle. Le personnel, cependant, commença à changer d'attitude. Ils virent Amarachi accueillir chaleureusement tout le monde, aider à cuisiner sans instruction et payer de sa poche les médicaments de l'enfant du gardien. Leur respect grandit, tandis qu'Obéna restait émotionnellement absent. Pourtant, même lui ne pouvait l'ignorer complètement. Tard un soir, il passa devant sa chambre et la vit endormie sur une pile de livres, le visage détendu pour une fois. Quelque chose lui serra la poitrine, un bref sentiment de culpabilité, peut-être, ou quelque chose de plus profond qu'il refusait de nommer. Amarachi se retrouva bientôt attiré dans la fondation caritative de Mama Agatha, non pas de force, mais sur invitation. La vieille dame avait perçu son éthique de travail et lui avait fait suffisamment confiance pour superviser les actions de sensibilisation, les collectes de nourriture, les programmes de mentorat pour les jeunes et les séminaires d'autonomisation des femmes. Amarachi accepta humblement, conciliant son rôle d'aide discrète avec ses études et ses tâches à la maison. Elle impressionna les donateurs par son assurance et sa sincérité, et même les membres du conseil d'administration, sceptiques, commencèrent à la remarquer. Lors d'une action de proximité dans un bidonville voisin, elle s'agenouilla près d'une jeune fille qui lui rappelait sa sœur et lui tendit des fournitures scolaires. « Merci, ma tante » murmura la jeune fille en la serrant fort dans ses bras. Le cœur d'Amarachi se serra, mais elle sourit. Elle savait ce que signifiait le manque, et elle servait par souvenir, non par pitié. Maman Agatha observait tout cela avec satisfaction. « Cette fille a un avenir » murmura-t-elle à son assistante personnelle. Si seulement Obéna avait des yeux pour voir. De retour au manoir, le personnel commença peu à peu à traiter Amarachi moins comme une servante et davantage comme une maquerelle, même si elle rejetait ce titre. Elle continuait à nettoyer sa chambre, à aider en cuisine et à ne jamais élever la voix. Un après-midi, alors qu'une femme de ménage âgée tombait malade, Amarachi la reprenait sans broncher. Le soir même, elle glissa dans son sac une enveloppe marron avec un mot manuscrit pour vos médicaments. « Que Dieu vous bénisse !» La femme pleura en le trouvant. La nouvelle se répandit, même les employés les plus cyniques commencèrent à défendre Amarachi lors de conversations secrètes avec le personnel. Obéna remarqua de subtils changements, la façon dont les gens se tenaient plus droit autour d'elle, la façon dont les gardes l'accueillaient avec un profond respect. Mais il n'en parlait toujours pas. Il continuait sa vie, ignorant le malaise qui s'installait en lui à chaque fois que son nom était mentionné avec admiration. Le changement chez Obéna commença par un petit geste, trop sincère pour être ignoré. Amarachi avait reçu sa première allocation officielle en tant que Madame Nwoko, une généreuse somme mensuelle qui aurait facilement pu servir à acheter des vêtements de marque ou un meilleur téléphone. Au lieu de cela, elle en a discrètement donné la majeure partie à l'épouse d'un jeune chauffeur dont l'enfant avait besoin d'une opération. Lorsqu'Obéna a entendu la conversation entre les membres du personnel louant sa générosité, il a balayé l'affaire d'un revers de main. Mais la curiosité le fit acquiescer. Ce soir-là, il demanda au chauffeur, feignant l'indifférence, « Est-il vrai que votre femme a reçu l'aide d'Amarachi ?» Les yeux de l'homme s'illuminèrent. « Oui, monsieur. Que Dieu la bénisse. Elle a sauvé la vie de notre fils. » Obéna n'a pas réagi. Il hocha simplement la tête et s'éloigna, perturbé. Amarachi n'en avait parlé à personne. Pas de boursouflure, pas de presse, pas de drame. Il avait rencontré des centaines de femmes qui auraient fait connaître un simple don pour gagner en influence. Mais elle l'avait fait discrètement, et cela lui avait causé une confusion nouvelle. Ce soir-là, Obéna était assis sur le balcon avec un verre de whisky, les yeux fixés sur la lune,
tandis que ses pensées s'emballaient. Pour la première fois depuis des semaines, il se demanda s'il l'avait complètement mal jugée. Il se souvenait du jour où il l'avait appelée à l'aide, de la façon dont elle n'avait pas bronché, de la façon dont elle n'avait pas pleuré lorsqu'il l'avait insultée à l'hôtel. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi continuait-elle à faire le bien alors que personne ne la regardait? Amarachi, dans sa chambre à quelques portes de là, ignorait que ses actions avaient réveillé quelque chose de latent en lui. Elle croyait encore qu'il était allé trop loin dans son égoïsme. Mais une graine avait été plantée dans la conscience d'Obéna, quelque chose de brut et d'informe. Il ne savait pas encore qu'il commençait à la respecter. Et le respect, une fois cultivé, pouvait mener à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Adora, sentant son emprise sur Obéna s'affaiblir, devint plus agressive. Elle se présenta à son bureau sans prévenir, lui envoya une eau de Cologne onéreuse avec des mots suggestifs et lui rappela constamment que la femme de chambre qu'il avait épousée était inférieure à son rang. « Je ne comprends pas pourquoi tu continues à te laisser aller à ces bêtises. » Elle fulmina un soir, alors qu'ils étaient assis dans sa voiture, devant un salon. « Tu n'envisages pas sérieusement de rester avec elle? » « Si. Obéna, tu es une Nuko. » Obéna, qui se nourrissait autrefois de sa reconnaissance, trouva soudain sa voix irritante. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça, » dit-il sèchement. Les yeux d'Adora s'écarquillèrent. « Pardon ?» Il ouvrit la portière de la voiture. « Rentrez chez toi, Adora. » Elle refusa de partir discrètement, faisant une scène et lançant des mots comme des poignards. « Tu gâches tout pour une domestique, » hurla-t-elle. Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après son départ, mais pas comme elle l'avait prévu. Pour la première fois, il réalisa à quel point son cœur était laid. Le lendemain, Amarachi était dans le jardin quand Adora la coinçait. « Écoute bien, ma fille, » cracha-t-elle. « Tu es temporaire. Une phase. Tu n'es pas des nôtres. » Amarachi resta immobile, fixant la femme dont les yeux brûlaient de droit. Puis elle sourit d'un air calme et posé. « C'est ton problème, » dit Amarachi. « Tu penses que le pouvoir dépend de qui tu es né. Je pense que tout dépend de qui on devient. » Adora murmura quelque chose et s'éloigna en trombe. Obéna, témoin de la scène depuis la véranda, resta figé. Il n'avait pas eu l'intention d'écouter aux portes, mais maintenant il ne pouvait plus ignorer le calme d'Amarachi, ses paroles, sa grâce sous le feu des critiques. Quelque chose dans sa poitrine se transforma, à nouveau. Ce soir-là, il annula son dîner avec Adora et resta chez lui. Il ne parla pas à Amarachi, mais son silence n'était plus teinté de mépris. Il était teinté d'admiration. Le rythme de la maisonnée changea brusquement lorsque Mama Agata s'effondra dans sa chambre, tard un soir. C'est Amarachi qui la trouva, se précipitant à ses côtés et criant à l'aide. Quelques minutes plus tard, la matriarche fut transportée à l'hôpital. Le diagnostic, fatigue, hypertension et premier signe d'AVC. Obéna arriva, bouleversé, observant Amarachi prendre les choses en main, appeler les médecins, préparer les médicaments et se remémorant même les restrictions alimentaires de Mama Agata lors de conversations passées. À l'hôpital, Amarachi resta au chevet de la vieille femme, priant doucement et s'essuyant le front avec un linge froid. Lorsque Mama Agata remua et la vit, elle murmura « Tu me rappelles moi-même quand j'étais jeune, forte, têtue et gentille. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amarachi, mais elle les retint. Obéna se tenait sur le seuil, observant cette démonstration discrète de dévouement, se sentant comme un étranger dans sa propre histoire familiale. Au cours des jours suivants, Amarachi devint l'aidant naturel de Mama Agata à temps plein. Elle préparait des repas spéciaux, lisait ses versets bibliques préférés à voix haute et se massait les pieds au beurre de karité tous les soirs. Le personnel la regardait avec admiration, et même le médecin traitant de la famille déclarait « C'est grâce à elle que votre grand-mère se rétablit si vite. » Obéna commença également à passer plus de temps à l'hôpital, parfois assis en silence pendant qu'Amarachi travaillait, d'autres fois posant des questions hésitantes sur l'évolution de sa grand-mère. Il n'avait toujours pas trouvé les mots pour remercier Amarachi, mais chaque jour son regard s'attardait un peu plus sur son visage. Non pas à cause de sa beauté, mais à cause de quelque chose de plus profond. La constance, la compassion, le caractère. Il réalisait que, tandis que tous les autres paniquaient ou se retiraient, Amarachi était resté. Et rester, apprenait-il, était parfois la forme d'amour la plus puissante. L'appel arriva au milieu de la nuit. La mère d'Amarachi était en larmes, à peine capable de parler. Son jeune frère, Shikira, s'était à nouveau effondré.
La clinique du village a indiqué que son état s'aggravait et qu'il fallait le transférer immédiatement dans un meilleur hôpital à Enugu. La poitrine d'Amarachi se serra tandis qu'elle se précipitait pour trouver son sac à main, calculant combien elle pourrait rassembler. Sa nouvelle allocation ne couvrirait pas le trajet en ambulance, et encore moins les soins. Elle envoya quelques messages à des contacts rencontrés grâce à la fondation de Mama Agatha, mais aucune réponse ne lui parvint avant le matin. Ce jour-là, elle se promenait dans le manoir comme en transe, souriante, travaillant. Mais intérieurement, elle s'effondrait. Elle n'a demandé de l'aide à personne, pas même à Obena. Elle pensait qu'il s'en ficherait, et de plus, c'était son fardeau. Elle a rappelé la clinique pour apprendre que son frère avait déjà été transféré. Déconcertée, elle demanda qui avait payé le transfert, mais l'infirmière répondit simplement « un donneur anonyme ». La facture fut réglée intégralement. Ce n'est que 3 jours plus tard, alors qu'elle livrait un colis au bureau de Mama Agatha, qu'elle aperçut un formulaire d'autorisation portant la signature d'Obena, approuvant un transfert important vers l'hôpital. Son cœur battait la chamade. Il ne le lui avait pas dit. Pas de compliments, pas de gestes grandioses, juste une aide discrète. Ce soir-là, elle resta plusieurs minutes devant sa porte, hésitante à frapper. Lorsqu'elle finit par frapper, il ouvrit avec un air surpris. « Merci », dit-elle simplement. Obena, prise au dépourvu, hocha simplement la tête et s'écarta pour la laisser entrer. Pour la première fois depuis des mois, ils étaient assis dans la même pièce, sans tension, sans insulte, juste un silence qui semblait marquer un progrès. Amarachi ne chercha pas à savoir pourquoi il avait fait ça, et Obena ne chercha pas à minimiser l'importance de la situation. Mais cette nuit-là, tous deux étaient allongés dans leurs chambres respectives, réfléchissant à la façon dont la frontière entre obligation et réalité plus profonde commençait à s'estomper. Après cette nuit-là, quelque chose changea entre eux, subtil, presque imperceptible, mais indéniable. Ils ne s'évitaient plus dans les couloirs. Au petit déjeuner, Obena lui demanda si elle avait des nouvelles de l'état de santé de son frère, et Amarachi lui sourit doucement, lui disant que Chitira allait mieux. Lors des événements caritatifs, ils se tenaient côte à côte, et Obena, pour une fois, la regardait parler avec admiration plutôt qu'indifférence. Il n'avait jamais vraiment écouté auparavant, jamais remarqué sa façon d'aborder les gens avec une sorte d'autorité bienveillante, sa façon d'accorder à chacun la dignité d'être entendu. Amarachi, de son côté, avait commencé à déceler des failles dans son arrogance, des moments où il était pensif, silencieux, voire vulnérable. Elle ne prenait pas cela pour de l'amour, pas encore, mais elle sentait que le mur qu'il avait érigé entre eux s'affaiblit. Un soir, en fouillant dans les dossiers de la fondation Mama Agatha, Amarachi tomba sur une coupure de journal défraîchi. C'était un article datant d'il y a des années, sur la mort mystérieuse du père d'Obena et le scandale familial qui avait suivi. Elle comprenait enfin le poids qu'Obena avait porté. Trahison, abandon, surveillance publique. Ce soir-là, elle le regarda différemment, non pas comme un héritier gâté, mais comme quelqu'un de marqué par la peur et cherchant à masquer ses blessures avec fierté. Elle ne mentionna pas ce qu'elle avait lu, mais elle lui apporta du thé sans qu'on le lui demande, s'assit à côté de lui sur la terrasse et lui dit simplement « Tu n'as pas à tout porter seul ». Obena ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans sa présence lui serra la gorge. Pour la première fois, il ne se sentait pas seul dans le manoir. Et Amarachi, bien que toujours prudent, sentit quelque chose d'inconnu éclore, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Obena n'avait pas l'intention de boire autant, mais le poids de tout s'abattit sur lui. Ses sentiments pour Amarachi, la culpabilité de la façon dont il l'avait traité, et les souvenirs obsédants des derniers jours de son père. Il rentra ivre chez lui, titubant jusqu'au salon, où il trouva Amarachi qui l'attendait. Elle était restée éveillée tard pour terminer un rapport pour Mama Agatha et ne s'attendait pas à le voir. Lorsqu'il entra en titubant, elle se précipita à ses côtés. « Tu es ivre » dit-elle doucement, essayant de le calmer. « Et tu fais semblant » rétorqua-t-il, le regard vitreux. « Tu fais semblant d'être parfait, d'être noble. Je sais comment sont les gens. Tu es comme tout le monde, tu attends le moment pour prendre ce que tu peux. » Amarachi se fija. « C'est ça que tu penses de moi » demanda-t-elle à voix basse. L'amertume d'Obena déborda. « Tu crois que j'ignore ce qu'est vraiment ce mariage? Tu m'as épousé pour l'argent. Tout le monde veut quelque chose. Mon père pensait pouvoir faire confiance aux gens, lui aussi, et il est mort sans rien. » Amarachi n'a pas pleuré.
Elle s'est levée, d'une voix calme mais ferme. Tu peux m'insulter autant que tu veux, mais ne me compare pas à ceux qui t'ont laissé tomber. Je n'ai pas demandé ce mariage. Je n'ai pas demandé ton héritage. Je voulais juste survivre. Obéna s'assit durement sur le canapé, l'alcool se dissipant juste assez pour lui faire regretter chaque mot. Amarachi quitta la pièce sans un regard. Le lendemain matin, elle ne vint pas prendre le petit déjeuner. Maman Agatha lui demanda où elle était. Et Obéna mentit en disant qu'elle se sentait mal. Mais toute la journée, il ressentit la douleur de ce qu'il avait fait. Cette nuit-là, il se retrouva à nouveau devant sa porte, cette fois sans excuse pour frapper. Et pour la première fois, il réalisa que la seule chose qui les séparait désormais était sa peur, la peur d'être blessé et la peur de se soucier d'elle. 3 jours passèrent sans qu'il s'exprime. Amarachi vaquait à ses occupations en silence, le visage neutre, mais son absence lors de leurs habituels moments de silence en disait long. Obéna, hanté par la culpabilité, essayait de se concentrer sur son travail, mais le manoir semblait plus froid. Finalement, un soir, il frappa à sa porte, non pas pour se disputer, mais pour s'excuser. Elle l'ouvrit prudemment, incertaine de la version de lui qui allait apparaître. « J'avais tort, dit-il. J'étais ivre, en colère, effrayé. Mais rien de tout cela n'excuse ce que j'ai dit. » Amarachi écoutait, les bras croisés sur la poitrine. « Tu ne peux pas continuer à blâmer tout le monde pour la mort de ton père, répondit-elle. Tu ne peux pas punir le monde pour ce qui t'est arrivé. Et tu ne peux surtout pas continuer à repousser les gens en appelant ça de la force. Ces mots frappent comme la vérité le fait toujours, doucement, mais impossible à ignorer. » Obéna s'assit au bord de son lit, les yeux baissés. « Je ne sais pas comment lâcher prise, avoua-t-il. Chaque fois que je commence à ressentir quelque chose, je le gâche. Moi aussi, j'ai tout gâché avec toi. » Amarachi s'agenouilla devant lui, les mains posées sur ses genoux. « Tu n'as rien gâché, dit-elle doucement. Tu es toujours là. Moi aussi. Ça veut dire qu'il reste encore quelque chose à défendre. » Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable cette fois, mais apaisant. Obéna lui prit la main, mais elle ne la retira pas. Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures, de leur enfance, de leurs peurs, de leurs espoirs. Rien de romantique, juste 2 êtres brisés découvrant que la guérison commence parfois par l'honnêteté. Pour Obéna, c'était la première fois qu'il laissait vraiment quelqu'un entrer. Pour Amarachi, c'était la première fois qu'elle croyait que leur mariage ne resterait pas éternellement une comédie. Mais alors que les choses commençaient à changer entre eux, le danger rôdait. Shuka avait observé, attendu. Lorsqu'il comprit qu'Obéna n'avait plus l'intention de divorcer d'Amarachi, la panique s'empara de lui. Il devait agir vite s'il voulait espérer récupérer l'héritage. Tard un soir, il soudoya un ancien employé de maison pour qu'il crée de faux documents, lettres, photos et conversations inventées suggérant qu'Obéna avait violé le contrat de mariage en entretenant une liaison avec Edaora. Il compila les preuves falsifiées dans un rapport soigné et le présenta à Mama Agatha, encore en convalescence, mais suffisamment perspicace pour s'interroger sur le timing. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle froidement en feuilletant les documents. « Tu étais au courant et tu n'en as parlé qu'aujourd'hui ?» Shuka feignait l'inquiétude. « Je ne voulais pas te faire de mal, ma tante. Mais je ne pouvais pas continuer à regarder Obéna se moquer de tes souhaits. » Mama Agatha est restée silencieuse, mais a fait appel à son avocat personnel pour enquêter. En 48 heures, la vérité a éclaté. L'employé soudoyé a craqué sous la pression et a tout avoué. Furieuse, Mama Agatha convoqua une réunion de famille. Obéna et Amarachi arrivèrent ensemble, main dans la main, non pas pour les caméras, mais par pure solidarité. Elle dévoila le complot de Shuka devant tout le monde, détruisant les faux documents et le démettant de ses fonctions au sein de l'entreprise familiale. « Tu ne toucheras plus jamais à un kobo de cette famille, déclara-t-elle. Shuka tenta de se défendre, mais la salle s'était retournée contre lui. Obéna, pour une fois, ne jubilait pas. Il ne regarda qu'Amarachi, le cœur battant sous le poids de tout ce qu'ils avaient survécu. Mama Agatha se tourna vers eux et leur dit « Vous avez peut-être commencé par faire semblant, mais maintenant je vois quelque chose de réel. » Et pour la première fois, Amarachi y crut aussi. La grande salle était bondée de proches, de membres du conseil d'administration et d'amis de la famille, ce qui devait être une réunion trimestrielle informelle du Nwoko Family Trust. Mais la tension grondait dans l'air comme une tempête naissante.
Mama Agatha, désormais bien rétablie, s'assit volontiers en bout de table. Obéna se tenait à ses côtés, la main posée délicatement sur le bas du dos d'Amarachi. Des murmures emplirent la pièce, des rumeurs circulant entre les lèvres sur la contrefaçon de Shuka et le mariage scandaleux d'Obéna. Quand le moment fut venu pour Obéna de parler, il s'éclaircit la gorge et mit fin aux discussions. Beaucoup d'entre vous doutaient de mon mariage, et franchement, moi aussi au début, commença-t-il d'une voix ferme. Mais aujourd'hui, je tiens à clarifier une chose. Amarachi n'est pas une erreur. Elle n'est pas une phase. Elle est la femme qui a soutenu ma grand-mère quand personne d'autre ne l'a fait. C'est elle qui a donné sans rien demander et qui a guéri ce que mon orgueil n'avait pas pu. Un silence stupéfait s'ensuivit. Shuka tenta de l'interrompre en balbutiant des demi-vérités, mais Mama Agatha leva la main et le fit taire d'un regard noir. « Tu n'auras plus de place à cette table, déclara-t-elle. Tu as manipulé, tu as menti, et tu aurais laissé cette famille brûler par cupidité. » Se tournant vers le reste de la salle, elle ajouta. « Que chacun sache aujourd'hui qu'Amarachi est désormais ma petite fille, non par le sang, mais par l'esprit. Et Obéna a enfin prouvé qu'il est un homme, pas seulement un nom. » Edora, assise au fond, ramassa discrètement son sac et s'éclipsa, sa présence n'étant plus nécessaire, son influence évaporée. Amarachi ne jubilait pas, ne souriait même pas. Elle serra simplement la main d'Obéna plus fort et murmura « Merci ». Et pour la première fois, il le pensait vraiment lorsqu'il lui répondit « Non, merci ». Quelques jours après la rencontre, Amarachi prépara un petit sac et retourna dans son village pour voir sa famille. Mama Agatha soutint cette visite, estimant qu'elle avait besoin de souffler. Et Obéna, bien qu'hésitante, respecta sa décision. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir », lui avait dit Amarachi. « Tout s'est passé si vite, et j'ai besoin de me rappeler qui j'étais avant d'être ta femme. » Obéna n'a pas protesté. Il l'avait repoussé si longtemps que maintenant, s'il voulait faire partie de sa vie, il devait le mériter, à ses conditions. L'arrivée d'Amarachi au village fit sensation. Les voisins contemplèrent avec incrédulité sa grâce tranquille et son calme serein. Son frère Chitira, qui se remettait bien, la serra fort dans ses bras. Sa mère, les larmes aux yeux, lui dit « Tu ressembles à une femme qui a traversé le feu et qui en est ressortie dorée. » Dans le silence de la nuit du village, Amarachi écrivit dans son journal. Elle pensait à la fille qui autrefois frottait le sol avec ses doigts crevassés, à la jeune femme qui s'était endormie en pleurant sur des oreillers empruntés, et à l'épouse qu'elle était maintenant, apprenant encore à faire confiance, protégeant toujours son cœur. Obéna l'appelait 2 fois par jour, sans jamais la presser, se contentant de lui demander comment allait son frère et si elle allait bien. C'était cette douceur qui la troublait plus que tout. Pouvait-elle vraiment baisser sa garde à nouveau? Elle aimait l'homme qu'il était en train de devenir, mais cet amour suffirait-il à rétablir la confiance? Sous ces questions, une voix douce murmurait que peut-être, l'amour ne venait pas d'un coup. Peut-être qu'il arrivait lentement, par le changement, par l'effort, par le choix. Et peut-être qu'Obéna la choisissait enfin. Lorsqu'Obéna arriva au village 2 semaines plus tard, il n'était accompagné ni d'un convoi ni d'une équipe de tournage. Il était seul, vêtu d'un simple jean et d'une chemise traditionnelle, tenant sous le bras une corbeille de fruits et un journal en cuir usé. Il frappa au portail en bois de sa famille, incertain de l'accueil qui l'attendait. Amarachi était sur la véranda, en train de lire. En le voyant, son cœur se serra, non pas de colère, mais sous le poids de tout ce qu'ils avaient traversé. « Tu es venu » dit-elle doucement. « Je ne pensais pas que tu le ferais. » Il s'avança vers elle et s'arrêta à quelques pas. « Je ne suis pas venu par culpabilité ou par orgueil. » a-t-il dit. « Je suis venu parce que j'ai compris que je ne voulais pas vivre une vie sans toi. Non pas parce que j'ai besoin de ton pardon, mais parce que je comprends enfin ta valeur. » Il lui tendit le journal. À l'intérieur, des notes manuscrites retraçaient chaque instant où il l'avait admirée, sans pouvoir le dire. Du jour où elle avait tenu bon au petit déjeuner, au moment où elle avait pleuré après le mariage, en passant par la façon dont elle lisait les Écritures à maman Agatha. Chaque page était une confession, non pas de perfection, mais de transformation. « Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes avec moi aujourd'hui, » dit-il. « Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Et je te choisis, librement, non pas pour l'héritage, ni pour l'image, mais pour toi. » Amarachi resta silencieuse un long moment. Elle ouvrit le journal, feuilleta les pages, enfin,
enfin, sourit. Alors voyons si cette version de toi mérite d'être aimée, dit-elle. Et Obéna, pour la première fois, se sentit comme un homme qui avait vraiment mérité sa seconde chance. Ils retournèrent au manoir ensemble, mais pas comme mari et femme jouant à faire semblant. Cette fois, ils étaient deux personnes qui apprenaient à s'aimer sans contrat, sans condition ni caméra. Amarassi a posé ses conditions. Elle poursuivrait ses études, aurait son propre bureau à la fondation et serait une partenaire, et non une ombre. Obéna a accepté, non seulement en parole, mais en acte. Il s'éloigna des projecteurs, préférant se concentrer sur l'impact réel plutôt que sur le statut social. Ils se promenèrent dans la propriété, préparèrent le dîner ensemble dans la cuisine du personnel et rirent même à nouveau. De petits rires sincères qui pansaient de vieilles blessures. Maman Agatha, observant depuis sa place préférée près de la fenêtre, s'autorisa une rare larme de joie. « Voici, dit-elle à sa nourrice, l'héritage que je désirais. Pas la richesse, mais la sagesse transmise. » La maison avait changé. Le personnel ne chuchotait plus dans les coins, mais marchait fièrement. L'absence de Shuka se faisait à peine sentir, et Adora n'était plus qu'un lointain souvenir. Amarassi a commencé à encadrer d'autres jeunes filles qui avaient travaillé comme domestiques, les encourageant à poursuivre leurs études et à rêver avec audace. Obéna l'a soutenu à chaque étape, participant à des séminaires, faisant du bénévolat dans des refuges et reconstruisant son image autrefois brisée, pierre par pierre, cœur par cœur. Elle n'était pas parfaite. Ils continuaient à se disputer. Mais ils revenaient toujours à l'origine de tout, l'honnêteté. L'amour, réalisa Amarassi, ne se résumait pas à de grands gestes. Il s'agissait de constance, de sacrifice et de courage pour continuer à se choisir l'un l'autre, jour après jour. Exactement un an après l'ultimatum légendaire de Mama Agatha, le manoir Nuoko célébrait un anniversaire d'un genre nouveau. Obéna et Amarassi se présentaient devant la presse, non pas comme un scandale, ni comme un spectacle, mais comme les directeurs officiels de la fondation Nuoko. Ils avaient passé l'année précédente à restructurer leur programme, à créer des bourses, à construire des logements pour les veuves et à financer des soins médicaux pour les familles défavorisées. Derrière eux, Mama Agatha rayonnait d'une fierté discrète, assise dans son fauteuil d'apparat, mais annonçant sa retraite. « Mon heure est venue, dit-elle. Mais leur aventure ne fait que commencer. » Les applaudissements furent tonitruants, mais la véritable récompense résidait dans les yeux de ceux dont la vie avait été transformée. Amarassi regarda Obéna dans les yeux et murmura « Merci d'être resté ». Elle lui serra la main et répondit doucement « Merci d'avoir changé ». Ce soir-là, ils se tenaient sur le balcon où tant de moments de tension s'étaient déroulés en silence. Maintenant, c'était calme, mais paisible. Amarassi posa la tête sur son épaule, et ils contemplèrent le domaine, non pas avec un sentiment de droit acquis, mais avec gratitude. « Vous savez, dit Obéna, je pensais autrefois que l'héritage était une question d'argent. Mais maintenant, je pense que c'est une question d'impact. » Amarassi hocha la tête. « Et l'impact commence par l'amour. » Les étoiles au-dessus d'eux scintillaient, témoins d'une promesse qui avait pris racine dans le chaos et s'était transformée en une promesse durable. À cet instant, ils ont compris que leur histoire ne s'était pas terminée par un mariage forcé. Elle avait juste commencé, par un choix, un changement et un amour enfin, véritablement réel. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.